À l'heure des GAFA, la manière d'innover des entreprises est en pleine mutation. Longtemps cachée à la vue de tous, les départements innovation se retrouvent aujourd'hui sous le feu des projecteurs. Pour échanger avec nous sur ces nouvelles façons d'innover, nous sommes allés à la rencontre de Kat Borlongan, CEO de 5by5, agence spécialisée sur les sujets d'open innovation. Alors Kat, on parle souvent d'open innovation, c'est un terme qui est entre guillemets à la mode en ce moment, les journalistes, les grands groupes, les startups, tout le monde en parle. L'open innovation en 2016, qu'est-ce que c'est? En 2016, c'est surtout ce qui se passe quand les barrières d'innovation tombent et le grand groupe se rend compte qu'à l'extérieur, il y a un marché ouvert de startups qui innovent, qui avancent 10 fois plus rapidement qu'eux et ils n'ont plus le loisir d'innover seuls dans leur coin. Donc, plus concrètement, ce qu'on appelle l'open innovation, en fait, englobe des manières différentes de travailler à la fois avec des startups et d'autres types d'organisations. Il y a 3-4 cas en fait qu'on peut identifier. Il y a les cas le plus répandus qu'on appelle, que tu as appelé le co-création ou le prototypage collaboratif. C'est quand il y a une start-up, souvent assez early stage en fait, ce que j'appellerais pre-product market fit, ce qui veut dire que c'est avant qu'ils aient trouvé un marché mais qu'ils ont une techno qui est assez intéressante. Donc dans ces cas-là, ils se mettent en partenariat avec un grand groupe et ils testent en fait de manière itérative les applications potentielles de cette technologie. C'est assez chouette pour des grands groupes parce que c'est déjà partagé et avec les startups aussi, ils peuvent protéger leur propriété intellectuelle et aussi eux tester tout en faisant l'acquisition d'un client. Le deuxième cas, c'est les cas de scale-ups. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a une start-up intéressante, disons, je ne sais pas moi, l'authentification comportementale, mais qui a déjà une techno qui est assez claire, avec lequel on pourrait travailler. Dans ce cas-là, c'est plus l'acquisition des clients, enfin un partenariat pour l'acquisition des clients ou pour l'acquisition d'utilisateurs. Mais il y a le troisième cas qui est ce que j'appellerais les cas de TPE à haute valeur technologique. Dans ce cas-là, c'est des boîtes en fait, qui ressemblent à des startups, mais qui ne sont pas par rapport au business model culturellement oui. C'est des boîtes très jeunes et qui travaillent sur des sujets très à la mode comme l'intelligence artificielle, les algos prédictifs, la robotique, mais dont le business model au final est assez traditionnel. C'est des boîtes qui, eux, sont mieux câblées pour faire par exemple de sur-mesure. Et alors justement, tout à l'heure, tu parlais des grands groupes qui se mettent, on va dire, dans cette dynamique-là. Oui. Aujourd'hui, on imagine que tous ces grands groupes, avec des process très établis, parfois depuis des dizaines d'années, forcément, ça change beaucoup de choses pour eux. Comment justement se concrétise cette mise en pratique de l'open innovation chez eux? Donc, avant, quand on parlait d'open innovation, en fait, tout ce qu'on voulait dire, c'est le petit projet, le département de com qu'ils font avec des startups. Un peu de la publicité. Un peu de la pub, quoi. Enfin, c'est comme des campagnes com. Enfin, c'était très événementiel. C'est très cosmétique, justement. C'était réinventer le feature de X industrie en 48 heures ou des challenges, des hackathons, ce genre de choses-là. Aujourd'hui, on ne peut plus faire l'open innovation en mode photomaton, c'est-à-dire les choses qu'on fait juste pour que le COMEX puisse y aller faire des selfies. Aujourd'hui, on essaie de faire quelque chose qui va vraiment accélérer la transformation de la boîte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand une start-up travaille avec un grand groupe, ils passent partout. Ils ont besoin de passer par les achats, parce que c'est avec les achats qu'ils doivent négocier le contrat pour qu'ils puissent être payés. Ils passent par le département légal, parce que bien sûr, on ne peut plus faire des types de contrats de fournisseurs classiques. Là, il faut penser à des types de contrats qui peuvent respecter, un peu plus créatifs du coup, qui respectent la propriété intellectuelle des startups. On passe par IT pour des questions d'intégration, mais aussi sur des stratégies technologiques à plus long terme. On passe par les RH parfois aussi, parce qu'il faut former des personnes à l'intérieur de la boîte pour qu'ils soient culturellement plus à l'aise en fait pour un type de travail avec des startups. Et puis ensuite, il y a bien sûr le marketing, il y a le produit. Donc en fait, aujourd'hui, l'open innovation en 2016, c'est pas quelque chose qu'un petit département d'innovation complètement coupé de la boîte peut faire à l'externe. C'est quelque chose qui aujourd'hui implique toute l'entreprise de manière très transverse et de manière très holistique. Innovation pragmatique, co-création, co-construction. L'open innovation a déjà plusieurs visages.
Elle a fait son entrée dans quasiment tous les secteurs économiques et offre de nombreuses opportunités. Éric Charpentier, CEO de la start-up Morning, nous a partagé sa vision de l'innovation dans un secteur pourtant réputé ultra conservateur, la banque. Alors Eric, on se trouve ici dans les bureaux de Morning. Depuis ce matin, on s'est un peu baladé dans les allées et on a souvent entendu parler d'un terme ici qui revient sans cesse, d'innovation pragmatique. Alors en quoi ça consiste concrètement ? Alors l'innovation pragmatique, finalement, c'est celle qui résout le quotidien des gens. C'est comment on améliore le quotidien des gens avec des fonctionnalités qui sont très simples. Si on revient à notre métier de banquier, c'est pas quelque part de mettre des tablettes dans des agences, quand on fait des agences numériques ou une banque numérique. C'est aujourd'hui, de manière très pragmatique, j'ai une application mobile, je viens d'utiliser ma carte Morning, tout de suite je vois une opération. On est dans l'instantané, on n'est plus dans des dates de valeur. Ça pour moi c'est l'innovation pragmatique, celle qui résout le quotidien des gens. Et alors comment prend forme cette innovation pragmatique concrètement ? Elle prend forme avec une co-création déjà, c'est-à-dire que dans toutes les étapes, nous les utilisateurs sont associés à la démarche de co-création. Et on a un gros avantage, c'est qu'on a une équipe qui est très impliquée évidemment, on est une start-up avec beaucoup d'agilité, mais aussi un métier de banque en ligne où on est tous consommateurs finalement de cette banque-là et avec des envies de fonctionnalités nouvelles qui quelque part aussi ressemblent à ce que veulent les gens derrière. Pour finir, j'aimerais qu'on évoque un projet qui vous tient à cœur, le campus Morning que vous êtes en train de construire ici. Saint-Élix deviendrait-il ou tel la future Silicon Valley quelque part ? On n'en doute même pas. C'est un nouveau territoire numérique. On a dû construire beaucoup de choses. Mais en tout cas, pour nous, la démarche, elle est nouvelle puisqu'on dit toujours que le numérique peut s'installer partout, y compris à la campagne. On a pris le sujet à bras le corps au pied de la lettre pour développer aujourd'hui ce campus au milieu de la campagne. Et alors, qu'est-ce qu'on va y trouver justement dans ce campus ? On va y trouver à la fois des équipements sportifs, culturels, mais aussi un lieu de travail assez original avec toujours la même logique. C'est finalement que tout ce qu'on construit profite à l'équipe pour plus de services, plus d'équipements, pour l'équipe, toujours pareil, mais aussi pour le territoire. Bouger les lignes et révolutionner le secteur bancaire, c'est le challenge que se sont fixés les équipes de Morning. L'innovation pragmatique serait-elle la clé du succès pour faire sauter la banque ?